en Ah, quelques 2024. 2024. Ouais, mais bon, majoritairement 2023 et c'est logique vu le sujet du live. Super. Dans cette dodo, exactement, Juliette, tout à fait. Ça va être de longs dodo qu'on vous souhaite bien réparateurs, mais effectivement, c'est dans cette dodo. Super. Eh bien, Elodie, je te laisse la parole pour bien conseiller tout ce petit monde pour le CRPE 2023. À tout de suite. Eh bien, c'est parti. Merci, Mélina. Donc, effectivement, là, c'est la dernière ligne droite. Alors, c'est le moment d'aller chercher les derniers conseils. Donc, on va regarder ça tous ensemble. Donc, c'est parti. Donc, première chose, effectivement, pour cette épreuve, 3 points essentiels pour mettre toutes les chances de son côté. Trois points qu'il faut gérer. Donc, la gestion du temps, évidemment, la méthodologie et bien sûr, les connaissances. Alors, pour la gestion du temps, il faut vraiment faire bien attention à ça. Vous savez que c'est une épreuve qui dure 3 heures, mais qui a 3 parties à l'intérieur. L'étude de la langue, le lexique, la compréhension lexicale et réflexion et développement. Et c'est vrai que 3 heures, ça passe très vite. Donc, il faut absolument avoir la montre sous les yeux tout le temps. D'accord, pour bien contrôler ça et pour ne pas perdre ses moyens et parvenir à évidemment faire l'ensemble des exercices. Alors, on vous conseille de consacrer pour les 2 premières parties, donc étude de la langue et le lexique, 1 heure et demie, et il faut parvenir à garder 1 heure et demie pour la 3e partie, qui est en général autour de 9 ou 10 points. Donc, il faut absolument garder du temps pour cette partie-là. Alors, comment on fait déjà pour avoir du temps pour cette 3e partie? Eh bien, c'est grâce à l'entraînement que vous avez eu, si vous passez le concours là, ou vous aurez pour la prochaine session. Et c'est vrai que le but de ces entraînements, c'est d'acquérir des automatismes sur les notions, ce qui vous permet de répondre assez vite aux questions, notamment les questions qui portent sur la grammaire, l'orthographe et la conjugaison. Alors, quelques conseils maintenant de méthodologie avant de regarder un petit peu les cas pratiques. Alors, ça n'a l'air de rien, mais bien lire le texte. Prenez le temps de bien lire le texte et plusieurs fois parce que vous en aurez besoin d'abord pour la partie lexicale, pour la dernière question, on reviendra dessus, et puis pour évidemment l'exercice de réflexion. Ça vous permet un petit peu de bien vous nourrir du texte. Traiter les questions dans l'ordre. Alors, ça n'a l'air de rien, mais ça aussi, ça vous permet de progresser vers une analyse qui est de plus en plus fine du texte. Les premières questions, en fait, sont vraiment des exercices de grammaire, de conjugaison, etc., qui vous amènent peu sur le texte. Et puis, petit à petit, notamment quand vous allez glisser lentement mais sûrement vers la partie lexicale, eh bien, vous allez être amené à faire des allers-retours entre le texte et les exercices. Et donc, vous allez peaufiner votre compréhension du texte. Et alors, justement, cette dernière question de la partie lexicale, vous savez, celle qui est souvent présentée sous forme de problématique, montrer comment le lexique, etc., eh bien, finalement, elle est là pour vous amener à fouiller dans le texte. Et ça va beaucoup vous aider pour la compréhension et finalement, ça reste un point de départ pour la partie 3, c'est-à-dire l'exercice de réflexion et de développement. Donc, vraiment, faites-les dans l'ordre parce qu'il y a une progression dans l'analyse des questions et surtout dans l'analyse du texte. Donc, ça, c'est très, très important. Alors, justement, on va voir maintenant, partie par partie, quels sont les conseils, ce à quoi il faut faire attention. Donc, pour la première partie, qui est la partie étude de la langue, en fait, certains exercices vont vous demander une réponse assez synthétique et en privilégiant d'ailleurs les réponses sous forme de tableaux, notamment finalement pour les exercices qui vont porter sur la grammaire, sur la conjugaison, donc tout ce qui est nature, fonction, indiquer les temps, les modes, les valeurs des verbes, qui sont des questions qui reviennent assez fréquemment. On les retrouve quand même chaque année au concours. Et il faut savoir que les correcteurs apprécient la présentation sous forme de tableau parce que c'est très clair. D'accord? Et ça permet de voir que vous distinguez parfaitement, par exemple pour une analyse grammaticale, la nature et la fonction des mots. Donc, privilégiez cette disposition.
Attention aussi à la double consigne. Parfois, on vous demande 2 choses dans une consigne. Faites en sorte de ne surtout rien oublier, sinon vous allez perdre des points. Alors, je vous mets des exemples. Par exemple, ici, on est dans une question très traditionnelle de indiquer la nature et la fonction des groupes de mots soulignés dans les extraits suivants. Eh bien, pour cet exercice, attention, ça n'a l'air de rien, mais ne confondez pas la nature, ou ce qu'on appelle la classe grammaticale, avec la fonction. On a parfois des confusions et donc il faut vraiment que ce soit très très clair dans votre tête et que vous fassiez bien la distinction entre ce qu'on appelle la nature d'un mot et la fonction d'un mot. Deuxième chose, pour la fonction des mots, faites attention parce que souvent les candidats fournissent finalement des réponses qui sont incomplètes. Par exemple, quand vous donnez une fonction, certains vont s'arrêter à COD, attribut du sujet, épithète, complément du nom, etc. Et dans ce cas-là, votre réponse est incomplète. Donc, pour que votre réponse soit complète, eh bien, il faut préciser, alors pour certaines fonctions, pas pour toutes, mais quel mot est complété. Par exemple, vous voyez, quand vous avez un COD, vous précisez de quel verbe. Donc, COD de manger. Quand vous avez la fonction attribut du sujet, eh bien, pensez à préciser quel est le sujet. Donc, attribut du sujet, le garçon, par exemple. Épithète, pareil, vous précisez de quel mot. Donc, il est épithète de château ou complément du nom, etc. Oui, alors COD, peut-on écrire COD au complément d'objet direct? Oui, vous pouvez écrire COD, ça c'est accepté. Certaines abréviations, comme le COD par exemple, sont acceptées. Par contre, attribut du sujet, vous voyez, je l'ai écrit en entier, eh bien vous devez l'écrire en entier. Épithète aussi, complément du nom aussi. Voilà. Donc surtout, réponse complète pour les fonctions. D'accord? Pour le complément du nom en fonction, faut-on dire non? Alors, complément du nom, c'est une fonction pour le groupe prépositionnel. Vous le trouvez dans les expansions du nom. Ce que vous appelez complément de l'antécédent, c'est une ancienne fonction. C'était celle pour la proposition subordonnée relative. Attention, dans la nouvelle terminologie grammaticale que vous trouvez sur Eduscol, la fonction maintenant, c'est épithète. Voilà, épithète ou apposé principalement pour cette proposition subordonnée relative. On ne dit plus complément d'antécédent ou complément du nom, on dit épithète ou apposé. Et on précise épithète de tel mot ou apposé à tel mot. Voilà. Alors justement, quand vous présentez votre réponse pour cet exercice, eh bien faites-le sous forme de tableau. D'accord? Vous voyez que c'est très clair. Et donc, vous voyez ici que les réponses sont complètes, notamment pour les fonctions COD2, attribut du sujet, je précise le sujet, complément du nom, complément du verbe, etc. D'accord? Donc, réponse bien complète. Vous avez le même principe pour l'analyse logique, c'est-à-dire à l'analyse des propositions. Donc, même chose, distinguer clairement nature et fonction. D'ailleurs, ça vous permet, par exemple, quand vous avez une proposition subordonnée circonstancielle, de bien distinguer la nature de cette proposition et sa fonction. D'accord? Parce que parfois, vous avez des étudiants qui nous mettent proposition subordonnée circonstancielle de cause. Non. La nature, c'est proposition subordonnée circonstancielle. La fonction, c'est complément circonstanciel de cause. D'accord? Donc, on distingue bien les deux. OK? Donc, vous faites très, très attention à ça. Alors, on me demande de remonter un petit peu. Moi, je vous conseille pour la proposition subordonnée relative de préciser si elle est déterminative ou explicative. Même chose, d'ailleurs, même présentation pour ces exercices sur les verbes. Donc là aussi, un exercice très traditionnel du concours. Donc, sur le temps, le mode, la valeur des verbes, vous distinguez bien temps, mode, valeur. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu comment ça s'organise et vous présentez ça sous forme de tableau. Peut-on abréger aussi proposition subordonnée? Non, moi, je vous le déconseille. Pour le coup, là, je l'écrirai en entier. Pour les propositions subordonnées, là, moi, je l'abrège parce que c'est une correction que j'ai faite, mais au concours, il vaut mieux rédiger entièrement propositions subordonnées, etc., etc. Voilà, Mélina.
Alors, donc ça, ce sont des exercices qui tombent souvent et qu'on vous conseille, donc on vous recommande de les présenter sous forme de tableau. Et puis, vous avez d'autres types d'exercices qui vont vous demander de faire des regroupements ou des classements. Dans ce cas-là, soit l'idée de classement est très clairement exprimée dans la consigne. Par exemple, ici, dans l'extrait copié ci-dessous, relever et classer les pronoms en fonction de leur nature. Parfois, ce n'est pas le cas, donc c'est à vous de trouver le regroupement le plus judicieux. D'accord ? Est-ce qu'il y a une différence entre groupe nominal prépositionnel et groupe prépositionnel nominal? Non, c'est la même chose. C'est toujours un groupe nominal introduit par une préposition. Il ne faut pas mettre pronom personnel sujet. Alors attention, ne vous rajoutez pas des consignes. Là, ici, vous devez faire un relevé et un classement en fonction de leur nature. Donc, ça veut dire qu'on ne vous demande pas la fonction. D'accord? Voilà. En et i sont considérés comme des pronoms adverbiaux, en tout cas dans la terminologie grammaticale dans la dernière. Et puis, certains exercices, contrairement à ce qu'on a eu avant, eh bien, ceux-là vont attendre de vous une réponse rédigée, développée. Et alors là, vous faites très, très attention à votre syntaxe et à votre orthographe, d'accord? Parce que là, on vous attend au tournant là-dessus. OK? Alors, oui, vous pouvez dire que je est un pronom personnel de première personne, oui, du singulier, vous pouvez. Ça peut rentrer dans la nature, bien sûr. Alors, ce que je disais, c'est que pour ce type d'exercice, les règles expliquer les règles qui régissent l'accord du participe passé, ça aussi, l'accord du participe passé, ils aiment bien. Là, il faut que vous expliquiez. Moi, ce que je conseille, c'est toujours commencer par observer la construction du participe passé. Quand je dis construction, ça veut dire est-ce qu'il est construit sans auxiliaire? Est-ce qu'il est construit avec l'auxiliaire être? Ou est-ce qu'il est construit avec l'auxiliaire avoir? D'accord? Et à partir de là, eh bien, vous expliquez votre analyse. Évidemment, on a 3 cas de figure différents. OK? Voilà. Alors, dans certaines corrections, écoutez, non, à partir du moment où on vous demande la nature d'un mot, vous restez sur la nature. Moi, j'ai lu dans les rapports de jury que justement, le risque, c'est que si vous donnez en plus la fonction alors qu'on ne vous la demande pas, vous allez perdre du temps. 2, si vous faites une erreur, eh bien, c'est mauvais pour votre copie. Donc évitez. Voilà. Oui, vous pouvez présenter là, comme moi, sous forme de points ou de tirets. À partir du moment où vous soulignez bien, que vous expliquez bien, c'est bon. D'accord? Il faut que ce soit propre, il faut que ce soit lisible. Et voilà. Hein, vous êtes amené à enseigner après, donc il faut que vous présentiez votre copie correctement et il faut absolument qu'on puisse vous lire sans problème. Là, la présentation est claire. Alors, voilà pour cette première partie. Donc, avec les exercices qu'on peut présenter sous forme de tableau pour certains. Pour d'autres exercices, il y a des classements à opérer en fonction de la consigne. Et puis, pour d'autres exercices comme celui-là, eh bien, il faut cette fois rédiger. D'accord? Alors, on passe au conseil pour la partie lexique et compréhension lexicale. Alors, ces exercices commencent souvent par l'analyse finalement de la formation des mots. Et ça, ils aiment beaucoup. D'accord? Au concours, ça tombe très, très souvent. Donc, il faut maîtriser le sujet. Et il faut maîtriser la réponse. C'est-à-dire que pour la maîtriser, vous allez toujours commencer par dire si le mot est formé par dérivation ou par composition. Les rapports de jury, justement, regrettent que dans beaucoup de copies, le mot dérivation ou le mot composition n'apparaissent pas. Donc, il va falloir que vous y pensiez absolument. Une fois que vous aviez dit que le mot dérivation ou le mot composition, eh bien, il va falloir expliquer ce qu'il y a derrière. Donc, pour la dérivation, maintenant, vous allez détailler cette formation. Donc, pour la dérivation, par exemple, vous allez indiquer quel est le préfixe et quel est le sens de ce préfixe.
parce qu'il a un sens, puis vous allez indiquer le radical ou la base, et puis vous allez, s'il y en a un, parce que parfois on a les deux préfixes-suffixes, parfois on a l'un des deux, eh bien vous allez indiquer quel est le suffixe et son rôle. D'accord ? Pour la composition, eh bien d'abord vous précisez si c'est une composition populaire ou savante, et puis vous indiquez la classe grammaticale des mots qui interviennent dans la composition du mot. Donc souvent ce sont des noms, des prépositions, etc. Donc il faut le préciser. Et ensuite, même si on ne vous le demande pas, alors là, c'était donné dans la consigne, hein, vous voyez ici, pour en expliquer le sens, ça signifie qu'on attend de vous que vous donniez ensuite le sens du mot. Alors, n'oubliez pas cette partie-là. Donc, précisez le sens du mot en général, hein, ainsi qu'en contexte, si on vous le demande. Mais n'oubliez pas de donner le sens du mot. Alors ici, vous voyez, dans cette consigne, on vous demandait en plus de donner 4 mots de la même famille. Donc, faites attention, précisez bien tout ça. Oui, alors, c'est plus rare, Véronique, troncature, siglaison. Hein. On est plus sur du traditionnel, mais il faut connaître les différents types de formation des mots de toute façon. Oui, oui. Voilà. Alors, je vous rappelle, les mots de la même famille, il faut qu'ils aient la même base. Hein. Lorsque vous avez à expliquer le sens d'un mot en contexte, et ça aussi, c'est quelque chose qui arrive souvent, eh bien, commencez toujours par le sens général et ensuite, vous allez glisser vers le sens en contexte. Alors, je vois bien, je regarde les questions. Oui, est-ce qu'il faut indiquer le sens du mot quand vous travaillez sur la formation des mots? Oui, indiquez le sens du mot en général, même si on ne vous le demande pas. Parce qu'en fait, on vous fait travailler sur la formation des mots pour en expliquer le sens. Là, vous êtes dans la partie lexicale et compréhension lexicale. Donc, vous êtes sur le sens des mots. Vous allez commencer à interpréter le texte, en fait, pour glisser tout doucement vers cette question 3 et surtout vers l'exercice de réflexion et de développement. Donc, oui, indiquer le sens du mot. Les mots de la même famille, non, ce ne sont pas forcément deux noms ou deux adjectifs, ça peut être mélangé. Attention, par contre, si on vous demande des synonymes ou des antonymes, là, les mots doivent appartenir à la même classe grammaticale. C'est-à-dire que si on vous donne un verbe au départ et qu'on vous demande deux synonymes, il faudra absolument que ce soit deux verbes. Si au départ c'est un adjectif, eh bien les synonymes devront aussi être des adjectifs. D'accord ? Ils doivent appartenir à la même classe grammaticale. Alors que les mots de la même famille, non, c'est vraiment une famille au sens très large. Donc on accepte tout le monde. Voilà. Donc vous voyez ici expliquer en contexte le sens du verbe se récria. On commence par donner le sens général, puis en contexte, ce verbe est employé, etc. etc. Donc, vous n'oubliez pas les deux. D'abord le sens général et ensuite vous glissez, tout simplement parce que parfois vous pouvez avoir un emploi du mot au sens figuré ou imagé s'il est dans une figure de style. Donc, il faut que vous montriez que vous êtes capable de connaître le sens général du mot et de comprendre qu'en contexte, il a été employé avec un autre sens. Ça vous fait travailler un peu sur la polysémie des mots en réalité. Voilà. Alors, on arrive à cette fameuse question, montrer à travers le lexique employé alors moi ici j'avais mis dans le deuxième paragraphe que le narrateur présente la lecture comme une expérience hors du commun. Là, vous savez, c'était le sujet sur Sartre et sa découverte de la lecture. Alors, moi, ce que je conseille pour cet exercice, c'est de prendre des surligneurs et de griffonner sur votre feuille et d'y aller. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je mets des couleurs, je légende, voilà, j'écris un petit peu partout. Alors, je vois une question. Pour la partie lexique, il est préférable d'apprendre quelques préfixes et suffixes. Oui, je pense qu'il faut que vous en reteniez certains, effectivement. Oui, oui. Ensuite, pour cette question, donc, il s'agit de vous appuyer sur le vocabulaire, puisqu'on vous dit de montrer souvent à travers le lexique, mais aussi sur la stylistique pour répondre à la problématique et montrer les intentions de l'auteur. Ça ressemble beaucoup à un exercice de stylistique finalement. Donc, on attend donc des remarques qui s'appuient sur ce qu'on appelle finalement des procédés littéraires. Alors, ça va être les champs lexicaux, évidemment les figures de style,
les types et formes de phrases, par exemple, les questions rhétoriques. Ça, par exemple, dans l'argumentation, les questions rhétoriques, c'est très intéressant d'observer ça. Un vocabulaire péjoratif, mélioratif, etc. Donc, vous allez vraiment faire des remarques autour de ça. Attention, vous ne devez pas présenter votre réponse sous forme de liste. D'accord? C'est une liste de figures de style, de champs lexicaux. Non, ça, ce n'est pas possible. Il faut absolument que cet exercice soit rédigé et donc votre réponse va être structurée. Quand je dis structurée, c'est ce qu'on va revoir après avec la troisième partie, mais ça veut dire que vous allez organiser votre réponse en paragraphes, que vous allez donc commencer vos paragraphes par un alinéa, que vous allez utiliser des connecteurs logiques. D'accord? Et voilà, c'est comme ça, en fait, qu'on va voir comment vous organisez votre réflexion. Voilà, c'est ça, Véronique, exactement. Au brouillon, vous faites votre liste et puis vous commencez à rédiger, ensuite vous rédigez directement. Alors, le modèle le modèle entre guillemets, on va dire que c'est plutôt un conseil, c'est vous repérez votre procédé littéraire, vous le nommez évidemment, vous le nourrissez avec une citation du texte et une explication qui va faire le lien avec la problématique qui vous est posée. D'accord? Il faut toujours expliquer. Ne vous contentez pas de dire il y a une métaphore. Point. D'abord, vous allez la citer et vous allez l'expliquer. Et l'expliquer, ça veut dire faites le lien avec la problématique. En quoi cette métaphore nous montre que la lecture est présentée comme une expérience hors du commun. D'accord? Donc, vous êtes vraiment dans la rédaction déjà. Petit conseil aussi, cet exercice, je vous conseille de le commencer par une petite phrase d'introduction qui va rappeler ce que vous allez démontrer dans votre réponse. Donc là, vous allez démontrer que l'expérience est vécue, que la lecture est vécue comme une expérience hors du commun. Alors, il n'y a pas de longueur particulière. Il faut que vous fassiez attention à la gestion de votre temps, évidemment. Il faut que ça rentre dans la première partie, c'est-à-dire 1h30. Et je vous conseille de repérer au moins 3 procédés, parce que 3 procédés nommés, cités avec le texte et rédigés, c'est déjà pas mal. C'est un minimum. D'accord? Et donc, ce que je vous disais, ne faites pas un catalogue de procédés littéraires. Il faut vraiment les nommer et faire le lien avec la problématique. On attend de vous donc que vous expliquiez les choses. D'accord? Alors, par exemple, vous voyez là, imaginez que c'est votre brouillon. Bon, là, mes surligneurs, c'est toutes les couleurs que vous voyez. Et c'est ce qui va me permettre après donc de rédiger ma réponse. Donc, un champ lexical de l'aventure, des attributs du sujet, etc., des accumulations, une métaphore. Et à partir de là, je vais rédiger ma réponse. Alors, donc là, je vous ai mis en rouge les procédés que moi, j'avais repérés pour cette réponse et je vous ai mis en bleu les connecteurs. D'accord? Comme ça, vous voyez un petit peu comment s'articulent ces réponses. Et vous voyez aussi que j'ai ma petite phrase d'introduction. Dans ce second paragraphe, le narrateur découvre les joies de la lecture qu'il présente comme une expérience hors du commun. En effet, et hop, c'est parti pour la démonstration en m'appuyant sur les procédés. Voilà. Est-ce que c'est bon pour cette première partie et cette seconde partie? Ok, parfait. Je passe à la troisième partie, celle qui généralement vous stresse un petit peu. Alors, cette partie sur réflexion et développement. Alors, cet exercice a pour but, mais non, Véro, ce n'est pas le pire. Moi, je trouve que c'est le plus intéressant. Donc, cet exercice a pour but de vérifier votre compréhension de la problématique et du texte, de vérifier votre capacité à construire un développement structuré et bâti sur une réflexion argumentée, de vérifier votre culture générale et de vérifier vos qualités rédactionnelles, syntaxe, niveau de langue, orthographe, lisibilité de l'écriture. Alors, lisibilité de l'écriture, j'insiste, parce que quand on corrige beaucoup de copies et que c'est difficile de lire, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est un peu tant pis pour vous, en fait. Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention à ça. Alors, quand vous arrivez à cette partie de l'épreuve, vous vous êtes déjà pas mal approprié le texte, d'accord? Donc, maintenant, il ne s'agit pas de paniquer, il faut juste procéder avec méthode. Donc, première chose, attention,
il ne s'agit pas de faire une explication de texte, du texte support. Finalement, ce texte, vous allez vous appuyer sur lui comme vous allez vous appuyer sur votre culture générale. D'accord? Donc, vous devez obligatoirement faire référence à un moment ou plusieurs, faire référence à ce texte dans votre développement. Mais ça n'est pas qu'une étude du texte. Attention, on a vu parfois que certains sujets pouvaient demander d'analyser une phrase du texte ou un point du texte. Donc ça, il va falloir y consacrer une partie de votre développement. OK? Alors, comment vous procédez? Vous repérez les mots-clés du sujet et vous commencez par vous demander ce à quoi ça vous fait penser. D'accord? C'est-à-dire que là, vous allez jeter vos idées, donc des arguments, les exemples sur le papier, et vraiment, vous les jetez, il n'y a rien d'organisé pour l'instant. OK? Vous les organiserez après. Et alors, petit conseil, ne travaillez que sur les rectos de vos feuilles, d'accord? Parce que si vous devez tourner toutes vos feuilles pour retrouver vos arguments, vos exemples et tout ça, vous allez perdre du temps et vous allez paniquer. Donc, vous avez plusieurs feuilles devant vous et vous ne travaillez que sur les rectos. De cette façon, vous avez tout sous les yeux. Relisez le texte support, repérez l'idée principale, ce qu'on appelle la thèse de l'auteur, c'est-à-dire l'idée qu'il va défendre, et ainsi que des citations qui peuvent répondre à la problématique. Comme ça, vous mettez déjà le travail sur le texte, il est déjà un peu prêt et prêt à être utilisé par la suite. D'accord? Ensuite, pour organiser vos idées, vous pouvez les disposer au brouillon sous forme de tableau. Alors, il y a pas mal de sujets qui peuvent fonctionner avec un tableau du type avantages, inconvénients, mais tout va dépendre de la problématique. D'accord? Ça marche parfois, ça ne marche pas à tous les coups. Là, par exemple, sur un sujet autour du sport, vous voyez, ça c'est un peu mon brouillon. Bon, moi, je l'avais développé. Évidemment, on n'attend pas autant. Mais vous voyez que je mets tout le temps argument, l'exemple qui va avec. Argument, exemple qui vont avec même. D'accord? Donc, essayez de bien articuler vos arguments et vos exemples. Bon, là, c'était autour de l'idée du sport et de la construction, etc., de l'individu et de la société. Donc, voilà. Une fois que vous avez vos idées, vous allez faire le tri et les organiser. Donc là, c'est maintenant que vous allez commencer à élaborer votre plan. D'accord? Donc les idées, il faut qu'elles viennent assez vite parce que c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, 1h30, c'est vraiment rapide. D'accord? Ça passe très, très vite. Donc, en raison de ce temps-là, vous allez privilégier un plan en 2 parties. Ne cherchez pas à faire 3 parties. Vous n'aurez pas le temps. Donc, vous allez faire un plan en 2 parties avec dans chaque partie 2 sous-parties, ce qui donne au brouillon. Et je dis bien, ce que je vous montre là, c'est ce que vous avez au brouillon. D'accord? Donc, vous avez votre grand 1 avec votre idée directrice pour votre première partie, puis vos 2 principaux arguments, le petit a, le petit b. D'accord? Puis, vous avez ce grand 2 et vous avez, même chose, votre idée directrice pour le grand 2 et puis ce petit a et ce petit b. D'accord? Donc, moi, franchement, je privilégie 2 parties et 2 sous-parties. Si vous arrivez à faire 3 sous-parties, c'est tant mieux. Mais encore une fois, il ne faut absolument pas que vous sacrifiez des parties. Donc, si vous avez le temps de faire 3 sous-parties, c'est tant mieux. Mais moi, je préfère 2 sous-parties bien construites plutôt que 3 mal construites et bâclées. Évidemment, ça, c'est vous qui voyez en fonction du temps que vous avez. Je regarde un petit peu. OK. Un argument, oui. Est-ce qu'un argument égale une sous-partie? Oui, c'est ça. Exactement. D'accord? Ensuite, alors moi, si vous arrivez à faire 3 sous-parties, je vous dis bravo. Mais je trouve qu'en 1h30, ce n'est pas facile. C'est pour ça que je préfère être sur des choses un peu sûres. Mais vous faites au mieux. Alors, une fois que le plan de votre développement est fini, eh bien, vous rédigez au brouillon l'introduction et la conclusion, parce que ça se travaille. Je vous rappelle que l'introduction, c'est la première impression que vous allez donner et la conclusion, la dernière. Donc, on ne néglige pas ces étapes-là. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien là, vous allez pouvoir passer à la rédaction de l'ensemble de votre devoir au propre. Attention, surtout,
vous ne rendez pas de devoir qui se présente sous forme de plan, hein, comme ça. Surtout pas. Hein. Alors, je vous rappelle que l'introduction doit comporter 3 étapes. La présentation du texte et du thème, c'est la première étape. Là, ensuite, vous annoncez la problématique et vous terminez sur l'annonce du plan. Alors, l'ensemble va constituer un seul paragraphe, donc un seul alinéa. Hein. Tout ça va s'enchaîner. OK ? Même chose, la conclusion va comporter 2 étapes. Une partie de synthèse, hein, vous allez un peu résumer les idées principales que vous avez développées dans votre devoir. Et puis ensuite, vous passez à l'ouverture en essayant d'élargir un petit peu le débat. Et là aussi, un seul paragraphe. Combien de lignes doit faire l'intro? Il n'y a pas un nombre de lignes prédéfini. Simplement, on doit bien, Laurine, repérer les 3 étapes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on va, on va regarder vraiment le fond et la forme de votre devoir. Donc, le fond, évidemment, sur les arguments que vous aurez trouvés, sur votre réflexion, les exemples, etc. Mais la forme aussi. C'est-à-dire qu'on va regarder, est-ce que, voilà, je regarde la copie sans même corriger, j'observe déjà, est-ce que j'ai bien une introduction, mes deux parties, à l'intérieur les sous-parties, ma conclusion. Est-ce que ensuite je vais rentrer dans le détail? Est-ce que mon introduction a bien les 3 étapes? Est-ce que ma conclusion a bien les 2 étapes? Évidemment, après, on regarde la qualité de ce que vous racontez. Hein. Mais vraiment, la forme est aussi importante. Alors, quelle est la taille attendue pour tout le devoir environ? C'est pareil, il n'y a pas de nombre de lignes, mais simplement, regardez, vous avez une introduction, un développement avec 2 parties et 2 ou 3 sous-parties. Une conclusion, c'est quand même assez important. Hein. Vous êtes à, je sais pas, une à 2 pages quand même, hein, au moins. Pour les citations personnelles, on m'a dit de les souligner, c'est-à-dire des citations personnelles. Alors, en général, quand vous citez soit le texte, soit vous citez des auteurs. Quand vous citez le texte, vous mettez ça entre guillemets. Par contre, quand vous prenez le titre d'une œuvre, là, il faut souligner. D'accord? Voilà. Donc, tous les titres d'œuvres, que ce soit des titres de livres, de films, de peintures, etc., eh bien ça, il faut les souligner. Ça, ce sont les codes en littérature et donc il faut les respecter. Et quand vous faites une citation, eh bien là, vous mettez bien ça entre guillemets. Voilà. Alors, soignez la disposition de votre devoir. Chaque paragraphe doit commencer par un alinéa. D'accord? Donc, je vous rappelle qu'il faut un alinéa, vous décalez 2 carreaux, mais ça, on doit bien le voir. Et nous, ça nous permet de voir quand vous passez d'une sous-partie à l'autre. D'accord? Donc, cette construction est importante. Ensuite, vous sautez 2 lignes après l'introduction et avant la conclusion. Sautez 1 ligne entre la partie 1 et la partie 2. Et vous n'oubliez pas de faire une transition qui résumera la partie 1 et annoncera la partie 2. D'accord? Oui, vous faites un alinéa en début de partie et à chaque nouveau paragraphe, donc à chaque sous-partie. À l'intérieur d'une partie, vous ne sautez pas de ligne entre 2 sous-parties, simplement l'alinéa. D'accord? Eh ben, Maureen, j'ai envie de vous dire, et vous me demandez est-ce que c'est grave si on cite, mais qu'à cause du stress, on ne connaît plus l'auteur. Bah, vous faites ce que vous pouvez, de toute façon, c'est mieux si vous avez la totale, j'ai envie de vous dire, mais si vous n'avez plus le nom de l'auteur, mais écoutez, c'est comme ça arrive. Alors, la transition, elle arrive à la fin de la première partie, hein, vous faites un alinéa, et elle est très courte, cette transition, elle fait 3 lignes, 3-4 lignes, et elle va vous permettre d'annoncer, donc de résumer la première partie et d'annoncer la seconde partie. Et oui, finalement, Jeanne, c'est ça, elle constitue un petit paragraphe puisque vous allez faire un alinéa aussi. D'accord? Alors, attendez, je remonte un petit peu, je vois qu'il y a des questions et comme elles s'enchaînent. Alors, lorsque vous citez le texte, dans votre citation, si elle est trop longue, oui, vous pouvez la raccourcir en mettant des points de suspension entre crochets, mais attention, à vous de savoir quand il faut couper votre citation. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'apparaisse la partie de la citation qui va répondre à votre exemple, à votre argument.
parce que les correcteurs ne vont pas regarder dans le texte, d'accord? Ils ne regardent que votre devoir. Donc voilà. Les numéros de ligne, vous pouvez pour le texte, mais bon, de toute façon, on sait que vous faites référence au texte. D'accord? Je regarde ensuite. Non, Carole, pas besoin de sauter de ligne, vous pouvez la faire à la suite. Mais vous faites bien un alinéa pour montrer effectivement qu'elle est rattachée, elle est rattachée à la première partie, mais elle constitue un petit paragraphe et elle vous permet de faire la transition vers la seconde partie. Alors, au final, donc la démarche à suivre pour cette épreuve de réflexion, on commence par analyser les mots-clés de la problématique, ça permet d'éviter un hors-sujet. On recherche les idées dans le texte support et dans la culture générale. On élabore le plan, puis on rédige l'introduction et la conclusion. Tout ça, c'est au brouillon. Et ensuite, on passe au propre. Alors, pour la problématique, nous recopions la question. Non, vous essayez de vous pouvez la reformuler un petit peu et la poser de façon indirecte, mais attention à la reformulation parce que parfois, le risque, c'est de la transformer un peu trop et finalement de vous éloigner du sujet qui était posé au départ. Donc, faites attention quand même, d'accord ? Quand vous la retravaillez, vérifiez vraiment, ayez toujours, quitte à vous réécrire le sujet, enfin la problématique du sujet sur une feuille, il faut vraiment que vous l'ayez toujours sous les yeux pour être sûr que vous n'allez pas vous éloigner de ce qu'on vous a demandé. OK. Non, Chana, si vous n'arrivez pas à la reformuler, utilisez-la comme telle, simplement vous l'introduisez. D'accord? Nous pouvons nous demander si, etc. Il faut que vous l'introduisiez. Vous n'allez pas la reposer comme ça dans votre introduction. Puis de toute façon, vous allez l'amener, cette problématique, parce que juste avant, il y a dans la première étape de l'introduction, en fait, vous allez présenter le texte et le thème. Et c'est cette présentation qui va finalement vous amener à glisser tout doucement vers l'annonce de cette problématique. Donc, finalement, tout se suit, tout est lié. Alors, je vais vous le dire après, on n'utilise pas le je, hein. Vous utilisez pas non plus le on, vous utilisez le nous. D'accord? Alors, attendez, remettre en contexte avec l'époque. Oui, c'est ça. En premier lieu, non, il y a plusieurs écoles, mais il n'empêche, David, que pour l'introduction, on doit bien comprendre qu'il y a 2 parties, et donc il va bien falloir les formuler, et les annoncer. Donc après, il faut trouver une stratégie, mais en tout cas, il faut vraiment que vous commencez par présenter le texte et le thème, vous glissez vers la problématique et ensuite vers l'annonce du plan. Et votre plan sera en 2 parties. Il faut qu'on comprenne bien ce qu'il va y avoir dans la première et la deuxième partie. D'où, en fait, vous allez reformuler un petit peu les intitulés de votre grand 1 et votre grand 2 finalement. C'est pour ça que c'est important d'avoir vos titres au brouillon, hein, surtout pas au propre. OK ? Alors, dernier, alors attendez, je vois qu'il y a d'autres messages. Voilà, alors on n'utilise pas le on parce qu'en littérature, eh bien, on va plutôt utiliser le nous. Voilà, le on est à éviter. Ça fait partie des codes aussi. Alors, dernier conseil. Soignez votre syntaxe. Il faut absolument que vous trouviez un peu de temps pour vous relire. Donc, je sais que ça a l'air facile à dire comme ça, mais c'est important parce que parfois, vous êtes tellement emporté dans l'écriture que vos phrases vont être trop longues ou parfois mal construites. Et ça, c'est une relecture qui peut vous permettre de repérer ça. D'accord ? Si vous n'avez pas ce temps-là, vous êtes vraiment dans le feu de l'action et il vous manque des choses, il vous manque un regard avec du recul. Faites attention donc évidemment aussi à la syntaxe, à la ponctuation et aussi à l'orthographe. On vous attend là-dessus, hein, sur l'orthographe et la ponctuation. J'ai insisté là-dessus, je le répète, écrivez de manière lisible. Lorsque vous citez le texte, n'oubliez pas les guillemets et pensez, on l'a dit aussi, à souligner les titres d'œuvres. D'accord ? Ça aussi, ça fait partie des codes en littérature, c'est comme le nous. OK ? Oui, le typex, a priori, il n'y a pas de souci.
Simplement, vous faites ça propre, d'accord? Pas un gros pâté tout sale. Utilisez des connecteurs logiques pour structurer votre réflexion. Ça, c'est important aussi parce que ça permet évidemment, de structurer, mais de montrer aussi la progression dans votre réflexion, le d'abord, puis ensuite, en effet, donc, par conséquent, etc. Ces petits mots-là, donc ces connecteurs logiques, sont importants aussi. Donc, je vous le disais, n'employez pas le on, préférez le nous. Et alors, vous faites attention, vous n'êtes pas amené à donner votre avis. D'accord? On n'attend pas que vous exprimiez votre avis dans ce type d'exercice. Donc, faites attention, hein, vous restez assez neutre. Finalement, votre réflexion, on doit la voir, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour prendre parti. Vous êtes là pour exposer finalement des faits d'un côté et de l'autre. Et voilà, d'accord? C'est là qu'on montre, qu'on voit votre réflexion. Vous êtes capable de réfléchir à un sujet et pas simplement partir comme ça et donner votre avis. Donc, on n'attend pas votre avis. Oui, donc tous les concours, c'est bleu ou noir et pas autre chose, hein. Pas de violette, pas de rose, pas de turquoise, pas de choses comme ça. Oui, David, vous soulignez les œuvres, les titres d'œuvres que vous allez citer toujours. N'oubliez surtout pas ça. C'est des codes, ça fait partie des codes littéraires. Développez bien vos exemples. Alors, parce que parfois, vous avez tendance à, voilà, vous avez votre argument, donc votre idée, vous vous appuyez sur un exemple et puis, je sais pas, je dis n'importe quoi, comme, voilà, il y a telle chose, comme le montre Victor Hugo dans Les Misérables. Poum! Et là, vous partez du principe que votre correcteur, il voit parfaitement ce que vous voulez dire. Bah non, c'est à vous de lui expliquer. Donc, vous allez expliquer pourquoi vous avez choisi Les Misérables, parce que, bah voilà, dans tel passage, il se passe ceci, et qu'en fait, ça répond à l'idée que vous aviez. Mais vraiment, c'est à vous de montrer clairement le lien entre votre argument et l'exemple que vous avez choisi. D'accord? Ce n'est pas au correcteur de deviner. D'autant que parfois, vous pouvez très bien utiliser des œuvres qui sont très connues, d'autres qui sont moins connues. Et donc, eh bien, c'est à vous d'être très clair sur les exemples que vous avez choisis. Alors, dernier conseil. Hop. Maintenant, vous êtes à la veille du concours, donc les connaissances, en fait, vous les avez. D'accord? Profitez des séances de révision pour vous entraîner encore. Révisez bien les points qui vous posent encore problème. Relisez aussi les corrections des devoirs et des concours blancs, ça vous aide ça aussi, hein, par exemple, pour la grammaire, mais aussi pour l'exercice sur le lexique, avec montrer comment le lexique et cetera. Même chose pour la partie, de réflexion, hein, sur l'exercice de réflexion. C'est intéressant de relire les devoirs et les concours blancs. J'ai vu tout à l'heure que vous paniquiez un petit peu par rapport aux connaissances. En fait, vous en avez des connaissances. Simplement, il faut que vous soyez capable de les mobiliser. Par exemple, au niveau de la littérature, ce que vous pouvez faire, moi, ce que je conseille, c'est, voilà, vous listez un petit peu, sur papier les livres que vous connaissez, les livres que vous avez lus il y a longtemps, mais que vous avez encore en mémoire, ou les livres que, vous lisez ou que vous venez de lire, et puis vous essayez de faire le lien avec des thèmes. Voilà, je vous dis n'importe quoi. Dans Les Misérables, ah bah, on aborde tel thème, tel thème, tel thème. Et ça, il faut que vous le relisiez avant le concours, cette fiche-là, pour que vous puissiez vous dire, ah oui, en fait, moi, je vais m'appuyer sur ces livres-là, ces livres-là, ces livres-là. D'accord? Et ça, c'est votre culture à vous. OK? Alors, est-ce que j'ai des livres à vous recommander? C'est toute la littérature, en fait. Donc, c'est très difficile parce que vous avez peut-être regardé les thèmes qui étaient abordés au cours des précédents concours avec l'ancienne mouture. C'est très large, finalement. Donc, c'est à la fois de la culture littéraire, mais c'est aussi de la culture générale. Et c'est pour ça que moi, je vous conseille aussi il faut vous tenir au courant de l'actualité, de tout ce qui se passe. Il y a beaucoup d'événements et les sujets peuvent être aussi liés à l'actualité. D'accord? Donc, suivez bien l'actualité, elle peut vous servir pour l'exercice de réflexion. Donc, ce que je vous disais après, vous faites une liste des livres que vous connaissez. N'inventez pas, enfin voilà, ne cherchez pas les livres que vous maîtrisez peu, etc. Il faut vraiment que vous soyez capable un peu d'en parler, en tout cas que vous connaissiez le thème. Voilà, des livres sur la guerre, par exemple. Voilà, il faut en connaître quelques-uns, puisque ça fait partie des thèmes qui peuvent tomber, ça. Alors ça, c'est le travail. Mais oui, peut-être les retraites, ça, je ne suis pas sûre qu'on vous lance là-dessus parce que c'est très polémique quand même. Pensez aussi à souffler un peu
et à vous reposer. C'est-à-dire que là, vous respirez concours, vous mangez concours, vous dormez concours. Bon, il va falloir souffler un petit peu aussi. N'oubliez pas que la réussite d'un concours peut, évidemment, ça repose sur du travail, mais aussi sur votre forme et votre état d'esprit. Si vous arrivez complètement crevé au concours, forcément, ça va jouer. D'accord? Donc, il faut absolument que vous vous ménagiez aussi à ce niveau-là et que vous arriviez en forme. Et voilà, vous allez y arriver. D'accord? Donc, allez vous aérer un peu, faites aussi des pauses de temps en temps, il faut respirer. Voilà pour tous les conseils que je pouvais vous donner ce soir. Voilà. Eh ben, de très bons conseils. Dites-nous peut-être un peu comment vous vous sentez dans le chat, mais je vois que Véronique vient de dire qu'elle allait arrêter de travailler à partir de samedi. Elodie, corrige-moi, mais ça me paraît être une très bonne idée. Oui, je pense vraiment qu'il Ouais, faut se ménager un peu de temps ouais. parce qu'après, vous avez la tête en ébullition, là, comme ça. Puis au bout d'un moment, on ne voit plus rien, on n'y arrive plus. Donc, il faut vraiment se ménager un peu de détente. On souffle, on va s'aérer, on fait autre chose. Et voilà, d'accord? Alors, évidemment, il faut réviser, mais il faut aussi éviter justement la saturation parce qu'après, on Ouais, n'y arrive plus et on ne peut ouais. plus rien, enfin, voilà, on peut plus rien absorber. Et donc, ça ne fonctionne pas non plus. Voilà. Et Et ça, reposez-vous ouais. aussi. Et c'est un effet, rassurez-vous, c'est un effet, effectivement. Véronique, vous dites, j'ai l'impression d'avoir tout oublié. C'est un effet parfaitement normal à l'approche d'un concours. Vous avez C'est l'impression que classique. vous ne savez rien. Ce n'est pas le cas. Vraiment, ayez confiance d'expérience, on vous le dit, on vous le redit. Mais vous avez bien travaillé. Les élèves qui sont chez Vocation CRPE, je crois que j'ai vu Mélina, Véronique, Oui, j'en ai vu là j'ai quelques-uns. croisé d'autres noms également. Vous avez bien travaillé, vous vous êtes donné, vous avez été régulière dans votre préparation, vous savez plein de choses et vous allez pouvoir affronter ces épreuves avec brio, j'ai aucun doute là-dessus. Alors, sur la question du replay, a priori, oui. Normalement, on vous confirmera ça demain dans la journée. Merci pour vos retours également. On espère que vous vous sentez en forme. Moi, j'aurais quelque chose à vous dire. Élodie, si tu veux bien Oui, passer mes slides, je vais quand même vous parler un peu de vocation CRPE. Pour ceux qui seraient intéressés pour des préparations pour les oraux, parce que bon, on a une semaine des écrits, on en a bien conscience, mais il faut que vous projetiez dans les oraux. Si vous n'avez pas déjà commencé à le faire, c'est vraiment très important. Alors peut-être pas cette semaine-là, mais disons la semaine juste après les écrits pour celles et ceux qui n'auraient pas commencé encore à se pencher sur ça. Et sachez qu'effectivement, donc là, c'est pour la préparation complète parce que je m'adresse aussi à ceux qui passent le concours en 2024 qui seraient parmi nous ce soir, mais on vous propose vraiment une formation complète, que ce soit pour les écrits ou pour les oraux, avec des remises à niveau, donc des mises en situation blanche pour les écrits et spécialement pour les oraux, pour la formule 100% euros, des sessions en petits groupes, des devoirs à rendre régulièrement pour les personnes qui partiraient sur une formule complète, la possibilité d'avoir des conventions de stage pour mettre un premier pied sur le terrain pour celles et ceux qui viendraient d'un milieu complètement externe à l'éducation, ce qui est tout à fait normal quand on est en reconversion professionnelle, et surtout effectivement un accompagnement individualisé à partir de votre profil qui commence dès votre parcours d'inscription en fait. Et effectivement, donc les professeurs chez Vocation CRPE sont majoritairement des professeurs de terrain, soit jury de concours, soit maître formateur. Élodie, toi, tu es spécialiste du collège, donc tout ce qui est remise à niveau, maths, français, ça te connaît, ça te parle bien, surtout français. oui, surtout français. Maths, on a d'autres personnes qui sont bien spécialisées sur le sujet. Et effectivement, c'est vrai que dans le parcours qu'on vous propose, on accorde une importance particulière à la didactique. Donc, pour ceux qui passent le concours dans une semaine, ce mot n'a évidemment aucun secret pour vous. Pour celles et ceux qui passeront en 2024, c'est vraiment la manière dont vous transmettez vos connaissances, c'est le vif du sujet sur ce concours. Et c'est vrai que l'avantage de Vocation CRPE, c'est que vous êtes des petites promotions. Du coup, vous vous sentez soutenu, vous êtes vraiment chouchouté du début à la fin, ce qui vous permet d'arriver au concours bien préparé et normalement pas trop stressé. Donc là, j'entends déjà hurler ceux qui passent le concours dans une Mm. semaine parce qu'évidemment, vous êtes stressé et c'est tout à fait normal, mais vous êtes stressé parce que vous vous êtes donné et du coup, vous n'avez pas envie d'échouer et c'est tout à votre honneur.
Donc, effectivement, on vous aide à planifier votre travail. Donc, ça vaut aussi bien pour la préparation aux oraux. Et on offre à tous nos élèves la préparation post-admission, c'est-à-dire qu'on continue à vous accompagner dans vos premiers pas en tant que professeur stagiaire. On ne vous laisse pas dans la nature, bien évidemment. On accorde une grande importance à vos premiers pas dans votre futur métier. Et vous commencez un peu à le préparer pendant la préparation, mais aussi à partir d'août et de septembre. Ce qui nous donne, alors vous avez beaucoup de tarifs sur cette slide parce qu'il y a beaucoup de situations différentes. Sachez pour celles et ceux qui sont en reconversion professionnelle que la partie française de la préparation complète est finançable par le CPF. Donc si vous avez du CPF, c'est l'occasion de l'utiliser pour bénéficier d'une super préparation pour avoir le concours du premier coup. Et il y a bien sûr la préparation complète 2024 en autofinancement et la préparation 100% euros pour celles et ceux qui passent le concours donc cette année. Voilà, donc c'est sûr que bon, là, on a une semaine des écrits, donc on focus sur les écrits, mais ne faites pas l'erreur d'attendre pour celles et ceux qui n'auraient pas commencé à préparer. Il faut vraiment que vous enchaîniez. Hein. Ouais. Donc, il va falloir aller chercher de l'énergie, de la motivation. Vous prenez 2-3 jours de repos max et là, il va falloir s'y remettre. Vous finissez la semaine et après, il faut enchaîner sur la préparation des oraux parce que si vous attendez trop longtemps pour préparer les oraux et que vous êtes admissible, malheureusement, vous risquez d'aller au casse-pipe. En sachant qu'il y a d'autres possibilités de financement pour les personnes qui n'auraient pas de CPF. Et je vous mets un petit lien dans le chat pour prendre un rendez-vous individuel avec moi pour que vous puissiez me parler de votre situation, qu'on puisse faire le point sur le financement, que je réponde à vos questions sur la préparation aux oraux pour ceux qui passent en 2023, sur la préparation tout court pour ceux qui passent en 2024. Et voilà, c'est tout pour moi. Je prends quelques questions si jamais vous en avez encore. Véronique, génial, si vous avez déjà passé vos 2 euros blancs, c'est une très très bonne chose. J'espère que ça s'est bien passé. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, comme on vous l'explique souvent, parce que les euros blancs, c'est aussi fait pour faire des erreurs, sinon ça ne sert à rien. Et oui, tout à fait, bien sûr, ça va bien se passer, vraiment, ne vous inquiétez pas. Je lis un peu le chat. Avec plaisir, Sarah. Merci pour vos conseils qui confirment bien tout le travail transmis par nos professeurs. Bon courage à toutes et à tous. Effectivement. Alors, Isabelle, le CPF est mobilisable pour la formation aux euros? Hélas, non. Effectivement, je ne l'ai pas précisé. C'est vraiment pour la partie française de la préparation écrite dans le cadre de notre préparation à la certification en langue française, le Robert. Donc, la préparation 100% euros à 990 euros est en autofinancement. Ceci dit, on vous propose des facilités de paiement pour que vous n'ayez pas à sortir 990 euros d'un coup. Alors, Juliette, ça va plutôt peut-être être une question pour Élodie. Oro, on connaît les thèmes avant. Alors, vous avez votre sujet et vous avez le temps imparti de préparation sur lequel vous avez votre sujet. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais, non, je suis pas sûre. Je crois pas que vous ayez les sujets. Enfin, le but, c'est de vous préparer un petit peu à tout. Donc, je suis pas sûre que vous ayez les sujets avant. Moi, je suis vraiment sur l'écrit, mais ouais. Non, il n'y a pas de thématique avant. Enfin, vous avez vos sujets, les grandes thématiques des oraux et vous n'avez pas de thématique communiquée avant. Alors, Juliette, j'espère que je ne réponds pas à côté votre question, mais vous avez une épreuve dite de didactique, l'épreuve de leçon en mathématiques et en français. Et ensuite, vous avez la deuxième épreuve dite d'entretien où vous allez avoir de l'EPS, de la connaissance du système éducatif et un petit entretien de motivation avec un chouïa de psychologie de l'enfant et de développement de l'enfant également. C'est l'épreuve un peu fourre-tout, cette deuxième épreuve. Alors, Lorraine, vous me dites, Pôle emploi me disait qu'en tant que Bac+5, il ne paie pas les formations, c'est normal. D'après eux, c'est plus financé pour les personnes sans diplôme. Hélas, Lorraine, Pôle emploi n'est pas obligé de financer la préparation et c'est vrai que les excuses varient d'un Pôle emploi à l'autre et que malheureusement, s'ils ne veulent pas vous financer, quelle que soit l'excuse qu'ils vous donnent, vous ne serez pas financé par eux. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, Lorraine, pour qu'on puisse faire un point sur votre situation, en sachant qu'il y a également le programme Égalité des chances, qui est un programme qu'on a mis en place de manière interne pour attribuer des bourses en fait pour les personnes qui n'ont pas la possibilité
de payer la totalité de la préparation. Donc, ça peut être les personnes qui sont demandeuses d'emploi ou les étudiants et les étudiantes. La préparation, on a des professeurs d'excellence, donc forcément, ça a un coût. Mais bien sûr, on a ce petit programme pour compenser pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'autofinancer en totalité. Oui, c'est ça, effectivement, comme vous le précisez, Sandrine, en fait, Pôle emploi, malheureusement, ça dépend vraiment des régions et ça dépend également des conseillers et des conseillères. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à contacter votre conseiller et votre conseillère pour voir s'il y a une ouverture. Vous pouvez également leur donner mes coordonnées si jamais ils veulent me contacter pour poser des questions sur la préparation. Mais malheureusement, quand ils vous ont donné un nom définitif, on ne peut plus rien faire. Et dans ce cas-là, je vous invite à passer par le programme Égalité des chances pour qu'on puisse vous faire une proposition financière adaptée à votre situation qui vous permette de vous préparer sans vous mettre en difficulté financière. Alors, Ayette, eh bien, si vous... Alors, on pourra faire un point individuel. N'hésitez pas à nous appeler demain. Je ne sais pas à quel point vous vous êtes engagé dans la préparation, mais effectivement, vous avez l'air d'avoir un programme bien chargé, ce qui est le cas de la plupart de nos élèves. On a vraiment, la préparation est vraiment pensée pour des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc, on a pas mal de personnes avec le profil d'Ayette. Et je vous invite très fortement, Ayette, à vous présenter aux écrits. Parce que vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas prête, vous l'êtes sûrement beaucoup plus que vous ne le pensez, et ce serait trop dommage de ne pas aller aux écrits, alors que ça se trouve, vous allez vous retrouver admissible, voire même admise avec les oraux. Donc surtout, ne lâchez rien et surtout, Tentez, il n'hésitez faut y pas à nous aller. contacter. Ouais. Si vous voulez qu'on vous appelle pour vous mettre un petit coup de boost individuel comme on le fait pour nos élèves, surtout, n'hésitez pas parce que vraiment, encore une fois, Ayette, je suis vraiment sûre que vous êtes plus prête que ce que vous ne pensez et c'est dommage de ne pas tenter votre chance. Est-ce que vous avez encore des questions? Dites-nous tout. Bon, Élodie, je pense qu'on est pas mal. Magnifique Ouais. timing, 3 minutes avant la fin. C'est pour vous Parfait. laisser retourner à vos révisions. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, il y a 2 personnes qui lèvent la main, je crois. Est-ce que vous pourriez poser votre question à l'écrit parce que la notification n'arrête pas de s'en aller et de revenir. Du coup, je ne sais pas comment faire pour vous donner la parole. Alors, spectateur, je crois que Sarah, j'ai répondu à votre question. Nathalie, est-ce que vous souhaitez toujours poser une question? Je vous donne la parole brièvement. Ok, Non, non. c'est bon, d'accord. Super. Très bien. Tchouk, tchouk, tchouk. Oui, bien sûr. Non, pardon, vous n'avez pas, Carole, les notes des écrits avant d'aller aux oraux. Il me semble que vous avez toutes vos notes en même temps quand on vous déclare admise ou pas, mais on vous souhaite d'être déclarée admise, bien sûr, et il me semble que vous avez toutes vos notes en même temps. Et oui, Maureen, il y aura probablement un replay de ce live, on vous confirme ça demain. Vous avez les résultats des écrits, Sandrine, au mois de mai. Je ne suis pas sûre que vous ayez les notes. Après, ça a peut-être changé, mais il me semble que vous n'avez pas les notes dès le mois de mai. Vous êtes déclaré admissible ou pas. Et donc, bien sûr, vous savez si vous êtes admissible ou pas. Donc, si vous allez aux oraux, mais les notes en elles-mêmes, il me semble que vous les avez plus tard. À fond jusqu'au bout, exactement. C'est complètement l'idée et je crois qu'on va terminer sur cette belle phrase. Soyez effectivement à fond jusqu'au bout, ne lâchez rien. Ça peut peut-être découvrir du coin, effectivement, Juliette, comme beaucoup de spécificités Oui. interacadémie. Mais voilà, je pense qu'on n'a plus trop de questions pour ce soir. On va vous laisser vaquer à vos occupations à une semaine du concours. Dernier conseil, soufflez, vous êtes prêts, ne doutez pas de vous, donnez tout et reposez-vous. Et effectivement, faites un break le dernier week-end et ayez confiance en vous, ne lâchez rien. Et les élèves de vocation CRPE, surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un petit coup de boost personnalisé avant la semaine prochaine qui s'annonce. Merci Élodie pour le cours de ce soir, c'était super chouette. Je Merci pense à que vous. ça a bien plu à tout le monde. Et voilà, sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée. On vous dit à très bientôt pour un prochain cours. Merci.